Et finalement, à la page 56 du chapitre 10 de mes notes de cours et à la page suivante également, on va compléter la dernière situation, le dernier exemple là, de la dynamique des systèmes, donc des systèmes plus complexes. On utilise la situation 6 de Séguin, glissera, glissera pas. Vous pouvez lire le libellé à la page 249 de Séguin. Grosso modo, ce qu'on nous dit, c'est qu'on reprend la situation 5 de tout à l'heure, mais cette fois-ci, on tire avec une force de 18 newtons au lieu de 25. Et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va être comme tout à l'heure, que le gros bloc en dessous va avancer, puis le gros bloc en arrière, en haut, va avancer moins vite pour finir par tomber? Est-ce que ça ne bougera pas du tout, ou est-ce que les deux blocs vont bouger ensemble? Au niveau des données, donc, on a les mêmes données que tout à l'heure. Masse du bloc B à 2 kg, masse du bloc A à 3 kg, vitesse initiale de 0. C'est ici que ça change. Force de tension à 18 newtons, et j'ai les mêmes coefficients de frottement. Au niveau de la question, on ne nous demande pas formellement quelles sont les accélérations, quoique on va les calculer, mais on nous demande plus, exemple, est-ce que l'accélération A va être égale à 0? Évidemment, si le bloc A ne bouge pas, le bloc B va être aussi égal à 0. Donc, est-ce que ça va rester immobile? Est-ce que 18 newtons, c'est suffisant pour mettre ça en déplacement? Puis un coup que je vais le mettre en déplacement, est-ce que je vais me retrouver avec la situation précédente où les deux blocs vont bouger ensemble? Donc, c'est plus des questionnements qu'on a, quoique je vais les faire comme si on aurait des points d'interrogation. Quelle est l'accélération de A, puis quelle est l'accélération de B? On a le même dessin que tout à l'heure, donc mes deux masses, mes coefficients de frottement, la force de tension qui vient tirer en avant, puis mes deux vecteurs, accélération, quoique dans ce cas-ci, je les ai mis de la même longueur, soit qui sont de la même longueur mais égale à 0, donc qui n'existent pas, soit qui sont de la même longueur, ou soit qui sont, comme dans la situation 5, de longueurs différentes, là, parce que je tire trop, puis lui commence à glisser. Quand on a des problèmes de cette nature-là, puis vous allez en avoir quelques-uns dans les exercices, on commence toujours avec les hypothèses à rebours, si on veut, la situation où qu'est-ce qui se produit si ça ne bouge pas, si je ne tire pas assez. Okay? Ces 18 newtons seraient insuffisants. Donc, tu fais l'hypothèse que le 18 newtons est justement insuffisant, puis que les deux blocs demeurent immobiles. Je ne tire pas assez fort. Donc, hypothèse initiale, les deux blocs demeurent immobiles, il n'y a aucun glissement entre la surface et le bloc A, puis évidemment, encore moins entre ces deux blocs-là. Puis on va vérifier cette hypothèse-là. C'est un peu un test d'hypothèse qu'on fait, ce genre de problème-là. Ça va être vrai à la condition, avant de commencer mes calculs, je vais chercher la condition de statique. On l'a dans les résumés. Si je viens dans les résumés, là, on est sans glissement, on est en frottement statique. Au milieu ici, je vous l'avais fait mettre en jaune, là. Mais il faut que cette condition-là soit respectée, sinon c'est plus vrai mon hypothèse. De retour à mon problème, c'est ce que j'ai copié ici, là, dire je vais vérifier ça. Adapter à mon problème, ça revient à dire on va mettre nos forces, avant de le dire, on va mettre nos forces sur le dessin. Là j'ai fait la physique juste sur le bloc A. Donc j'ai ma force de tension vers l'avant. Je vous rappelle qu'on est immobile, donc j'ai une force de frottement vers l'arrière, mais qui est statique. C'est elle qui m'empêche d'avancer. Donc une force de frottement statique créée par le sol sur le bloc A. Évidemment, FGA existe toujours, puis j'ai la force normale du sol sur le bloc A. Et le bloc B pousse toujours sur le bloc A, et ça c'était mon bloc A. Okay. Ce qui fait qu'ici, mon hypothèse, quand je la vérifie, la force de frottement statique, c'est celle-ci qui est vers l'arrière. Donc, cette force de frottement statique-là, sol sur A, doit être plus petit que le frottement statique maximum. Là, j'ai une condition à vérifier à cet endroit-là. On va calculer ces deux paramètres-là pour vérifier si mon hypothèse était vraie. Le plus facile à calculer, c'est le Fs max. On a une formule dans les résumés pour Fs max. Donc, dans les résumés, Fs max, j'ai oublié de la mettre en jaune. C'est fait. Ou bien je vais copier le jaune ailleurs, puis ça l'a effacé. Mais la formule pour le Fs max est ici. Donc, je la porte dans ma solution. Ce que j'ai fait ici. Donc, le Fs max va être égal mu S fois la force normale, mais c'est celle de mon problème, c'est la force normale de S sur A. Et je suis prêt à mettre des chiffres là-dedans. Donc, j'ai 0,25 de coefficient de frottement statique,
puis ça, on l'avait déjà calculé à la situation 5. Là. Le 49, il ne sort pas de nulle part, il vient de la situation 5. On a calculé Fn sur A à la situation 5. Dans le fond, c'est le poids des deux blocs. C'est égal à 12,3 newtons. Fait que maintenant, on connaît ce chiffre-là. Et j'ai l'autre ici qu'il va falloir que je détermine. C'est une force. La seule façon de le déterminer, c'est de faire une somme des forces et faire la deuxième loi de Newton en X pour ce bloc-là. Donc, la somme des forces en X est égale à MAX. J'ai dit, l'hypothèse, les blocs sont immobiles. Donc, je continue à travailler avec mon hypothèse. Ça veut dire que ça ne bouge pas, l'accélération est égale à 0. J'ai deux forces, j'ai Ft vers l'avant, puis j'ai moins le frottement statique vers l'arrière. Donc, le frottement statique, Ft moins frottement statique est égal à 0, et le frottement statique va être égal à Ft, va être égal aux 18 newtons, qui était une donnée du problème. Et maintenant, j'ai mes deux chiffres de mon égalité. Je peux vérifier. Je mets Fs, c'est 18. Fs max, c'est 12,3. Ben, mon hypothèse n'est pas vérifiée. Il faut que ça soit plus petit que l'autre pour que je dépasse Fs max. Donc, il va y avoir glissement. Donc, tout ce que je viens de faire a servi à rien quelque part parce qu'il va falloir que je fasse autre chose. Il va falloir que j'analyse la situation en considérant du frottement cinétique. Donc, c'est une étape de perdu. Dans les exercices, vous allez le faire à quelques reprises. On dit, oups, on fait cette vérification-là, puis oups, je passe à l'autre étape. Ou sinon, je m'arrête là. J'aurais résolu le problème. Je dirais l'accélération est égale à 0. Si j'aurais arrivé ici à 10, plus petit que 12,3, le problème est fini. L'accélération est égale à 0, ça ne bouge pas. Avant de passer à la deuxième étape, de dire on va le considérer du frottement cinétique, quelqu'un de perspicace aurait pu me dire que j'ai une erreur dans qu'il me manque quelque chose dans mes forces ici. Quand on compare la situation 5, la physique sur le bloc A, c'est au milieu ici, j'avais mis aussi une petite force de frottement vers l'arrière du bloc B sur le bloc A. Je reviens à la page 56. Là. Je ne l'ai pas mis cette fois-ci. Je n'ai pas considéré que le bloc B me nuisait dans cette situation-là. C'est un peu merveilleux, des fois, la physique, merveilleux ou bizarre. Mais tant que je n'ai pas réussi à mettre le bloc en mouvement, il n'existe pas de frottement ici. Pas facile à voir. Pourtant, le bloc B m'influence. Il m'influence indirectement en faisant augmenter ma normale ici, puis ma normale fait augmenter mon frottement. Mais quand je vais me mettre en mouvement, puis que les blocs vont bouger l'un versus l'autre, il va se créer du frottement. Mais présentement, il n'y a pas de frottement. Dur à voir. Quand c'est dur à voir, je demande souvent aux étudiants de prendre la place du bloc. Prendre la place du bloc, ça veut dire faire apparaître notre super observateur de physique que j'installe sur le dessus du bloc là. Et on se rappelle que j'ai un frottement statique maximum de 12,3. Si je dépasse 12,3, il va se passer quelque chose. Fait que lui, il est sur le bloc, puis il regarde l'autre qui tire ici. Je n'ai pas mis de deuxième observateur, mais j'aurais pu mettre un deuxième participant qui vient, puis que c'est lui qui tire sur la corde. Puis il dit, ouais, il tire fort. Puis là, il tire avec 5 newtons. Ben, toi, tu es sur le dessus du bloc, puis tu ressens absolument rien. Tu dis, voyons, t'es-tu en train de tirer? Tire donc plus fort. Il tire avec 6 newtons, avec 7 newtons. Pour toi, ça fait aucune différence sur le dessus du bloc. Tu ne perds pas l'équilibre, tu ne te sens pas partir, rien. Le gros bloc absorbe son 5-6 newtons, puis tu te dis, voyons, c'est que tu fais, peux-tu tirer plus fort? Puis là, il tire plus fort, il est rendu à 10, à 11, puis à 12, à 12,3, il va se passer quelque chose. Hey, tu as réussi à le tirer, tu vas te sentir partir un peu vers l'arrière, parce que tu as une force de frottement qui va te tirer sur le soulier, puis ton centre de gravité va changer de place, tu vas dire, il vient de réussir à faire démarrer le bloc. Fait qu'avant le 12,3, là, il ne se passait absolument rien. Il n'y avait pas de force qui existait à cet endroit-là. C'est vraiment au moment où j'ai atteint ma force de frottement statique que une nouvelle physique apparaît. Comme de la magie. À la page suivante, la page 57, là, je poursuis le problème, dans le sens que là, j'ai considéré que les blocs, je dépassais le frottement statique, les blocs vont se mettre en mouvement. Les deux vont bouger initialement ensemble. Ou en tout cas, ils pourraient bouger ensemble. C'est ma deuxième hypothèse, dire que les deux blocs bougent ensemble. Que le frottement qui existe entre le bloc A et B ne dépasse pas un deuxième frottement statique maximum qu'on va calculer dans une seconde, mais que présentement, les deux blocs avancent à la même vitesse.
Ben, cette hypothèse-là va être vraie s'il n'y a pas de glissement entre A et B, entre les blocs A et B. Puis je vais avoir la même condition que tout à l'heure, que je te l'ai cherché sur le résumé. Il faut que le frottement statique soit plus petit que le frottement statique maximum. Mais évidemment, maintenant, c'est le frottement qui existe entre le bloc A et B, plus entre le bloc A et le sol. Donc, pour ça qu'ici, j'ai redessiné le bloc B, puis je vais étudier la physique sur le bloc B. Sur le bloc B, bien évidemment, il y a sa force gravitationnelle. Il y a son frottement statique. C'est quoi qui le fait avancer? C'est le frottement statique créé par le bloc A sur le bloc B. C'est le bloc B qui entraîne un peu le bloc A. Et il y a la force normale. Comment ça fait que ce bloc-là ne tombe pas sous l'effet de FG? C'est parce que le bloc A le soutient. Et il va avancer avec une certaine accélération. Puis mon hypothèse dit que les deux bougent ensemble. Donc j'ai le droit d'écrire que c'est l'accélération AB. Okay? Les deux blocs bougent ensemble. Donc l'accélération de ce bloc-là, c'est l'accélération des deux blocs ensemble. Évidemment, ça va marcher tant que ce vecteur-là ne grandit pas trop, parce qu'on est dans le domaine statique. Il n'y a pas de glissement présentement. Donc, FSA sur B ne doit pas être plus grand que la valeur maximum. Le frottement statique que j'ai besoin pour réaliser ma condition ne doit pas dépasser le frottement statique maximum. Et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais commencer par calculer quel est le frottement statique maximum. On a une formule pour ça. C'est μs fois la force normale. Mais cette fois-ci, la force normale qui est en jeu, c'est la force normale qui est ici. Je suis en train de faire la physique sur le bloc B. Donc, le Fs max, c'est le μs fois la force normale A sur B. Et ça a déjà été calculé au problème précédent. Donc, le chiffre que je mets ici, là, je viens de l'ajouter, est tiré de la situation 5. Puis, j'arrive à un frottement statique maximum de 4,9 newtons. Mais maintenant, je dois calculer quelle est la valeur de ce vecteur-là pour être sûr qu'il ne dépasse pas 4,9. Ben, je suis sur le bloc B. Donc, je vais travailler, je vais faire la physique du bloc B. Ça aurait été possible aussi de passer par le bloc A, mais ça aurait été plus complexe, parce qu'il y aurait plus de vecteurs sur le bloc A qu'il y en a ici présentement. Donc, somme des forces selon X. Je vais mettre ça en jaune, montrer que c'est une formule tirée du formulaire. Je l'applique à ce problème-là, ben, j'ai une seule force selon l'axe des X, c'est mon plus Fs. Est égal à MB, est égal à l'accélération, mais c'est l'accélération des deux blocs et elle est dans le bon sens par rapport à l'axe des X. Je l'ai réécrit probablement une autre fois là, pour enlever les parenthèses, que ce soit plus propre. Puis j'ai essayé de le calculer, mais il me manque l'accélération. La masse B est connue, mais l'accélération n'est pas connue. Et là, en bas ici, pour la suite du problème, j'ai fait une modification, mais on devrait s'en tirer, être capable de le remplir là sans prendre d'autres papiers. J'avais pas réalisé que, ou je ne l'avais pas fait de cette façon-là dans le passé, quand que je prends l'accélération de tout le système, parce que l'accélération du bloc B, c'est l'accélération également de tout le système, dans mon hypothèse que j'ai faite en haut, quand j'ai à calculer l'accélération de tout un système, la façon la plus facile de l'obtenir, c'est toujours de faire la physique sur tout le système. Okay? Donc, vous allez voir, j'ai moins de lignes que... On va enrayer des lignes tout à l'heure. Donc, pour ajuster votre document, vous avez juste ajouté le bloc par-dessus, puis rayer la petite force qu'il y a là. J'en parle d'une seconde, là, mais ça, elle ne s'applique plus. Et on va voir évidemment les mêmes vecteurs. Il y a peut-être ce vecteur-là qui s'ajoute pour montrer que ça, c'était l'accélération du bloc AB, l'accélération du bloc AB aussi. Fait que les deux blocs accélèrent avec la même accélération. Puis après ça, on passe à travers nos forces. Force de tension, force gravitationnelle du bloc A, force gravitationnelle du bloc B, ça va être probablement ici. Ça, c'était mon bloc B. J'aurais dû identifier mon bloc A aussi. C'est fait pour beaucoup de rigueur. Ça, c'est ma force normale S sur A, donc le sol. Puis ça, c'était ma force de frottement cinétique. On est rendu dans le domaine cinétique parce qu'on a dit qu'on a mis les blocs en mouvement. On dépassait, ça c'est la page précédente. Donc, mais à la page précédente, j'avais fait une hypothèse, fait que j'avais écrit frottement statique, mais maintenant, cette hypothèse-là est rejetée, puis les blocs avancent, donc j'ai un frottement cinétique à cet endroit-ci. Et j'ai effacé lui, parce que de toute façon, il en existe un autre dans l'autre sens pour le bloc d'en haut, c'est les forces internes. Il existe A sur B puis B sur A, donc il s'annulerait de toute façon. Puis il y en aurait deux de la même longueur que lui, un vers le bas puis un vers le haut, qui est A sur B puis B sur A, puis qui s'annulent aussi. Donc, j'ai le droit de les négliger quand je fais le système au total.
Donc, j'ai toutes mes forces. Je cherche l'accélération. Donc, c'est sûr, je vais faire la somme des forces selon X. Encore une fois, je n'ai pas mis en jaune que c'était une formule tirée des formulaires. Vous le comprenez. Je viens d'ajouter. Les forces que j'ai sur tout le système en X, ben, j'ai plus Ft, puis j'ai moins le frottement cinétique du sol sur A vers l'arrière. Le M, c'est la masse totale, et l'accélération, c'est l'accélération totale. Je l'ai réécrit en utilisant Ft, puis là, je mets une loi de physique de plus. Frottement cinétique, on a une formule pour calculer ça. Le moins est rendu ici, mais le frottement cinétique, on a une formule, c'est μc fois la force normale, puis évidemment, je prends la force normale correspondante, masse totale AAB. On est capable encore d'utiliser ce qu'on avait. Il s'agissait de barrer le petit plus, là. On pouvait utiliser la même. Donc, quand je mets mes valeurs, 18, le μc connu, 0.2, la force normale S sur A, on l'a calculé au problème précédent, donc c'est 49, la masse totale c'est 2 plus 3, le AAB, le seul le AAB est inconnu, je peux encore utiliser les mêmes lignes, je pense qu'il restait juste ajouter le petit B en arrière pour obtenir la même affaire que moi, puis il s'agit de rentrer ça dans une calculatrice, 18 moins 2 fois ça, divisé par 5, puis ça nous donne la réponse, et maintenant je peux mettre cette réponse-là dans l'équation précédente. Donc ça, c'est encore bon de mettre la 3 dans le 2, mais là, barrer tout ça, c'était plus complexe quand je passais sur une autre façon. Puis on peut calculer la force de frottement statique A sur B, c'est égal à 2 fois AAB, donc 2 fois 1.64, c'est 3.28. Donc c'est un peu moins long que la façon que je le faisais avant. Et c'est toujours vrai, quand on cherche une accélération totale, c'est toujours mieux de prendre le système total. Maintenant, je peux ramener ça dans ma comparaison d'en haut. Donc, est-ce que le frottement statique A sur B, est-ce que le 3.28 est plus petit ou égal au frottement statique maximum, qui est 4.9? Eh bien, oui. Donc, il n'y a pas de glissement entre A et B, et les deux blocs bougent ensemble. C'était les questions qu'on nous demandait. Mais c'est sûr que j'ai calculé l'accélération. Donc, ils bougent ensemble, puis il y a une seule et unique accélération, contrairement à la situation 5, car les deux bougent ensemble présentement. Si j'augmente la force ici, 18, 19, 20, bien, ça se peut qu'à un moment donné, la force, petit vecteur ici, qui fait avancer le bloc B, grandisse, dépasse le 4.9, puis à ce moment-là, bien, je vais tomber dans la situation 5, le bloc commence à glisser par rapport à l'autre. En question instantanée, à la fin, on nous demandait quelle est la vraie force, quel est le module de la force de frottement qui agit réellement sur le bloc B. Donc, le petit vecteur que j'ai mis ici, c'est quoi sa vraie valeur? C'est-tu 4.9 ou 3.28? Ben, la vraie réponse, c'est 3.28. Ça, c'est une force réelle. On l'a calculé, cette force-là. Le 4.9, c'est une cible calculée avec cette formule-là. Donc, le 4.9, c'est une cible à ne pas dépasser.